On va accueillir maintenant Maxime Prévost. Maxime Prévost, ministre de la Santé et de l'Action sociale en Wallonie. Maxime était pour partie du voyage la semaine dernière à Paris et il va nous donner un aperçu des actions menées en matière d'accompagnement de personnes âgées, mais également de perspectives en matière de Silver Economy. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci Philippe. Bonjour à chacun et à chacune, cher René, chers collègues, mesdames et messieurs les parlementaires, et puis toutes et tous en vos titres et certainement très nombreuses qualités dont je vais faire l'économie du fastidieux énoncé. Alors je serai plus bref que Monsieur Ledan, que je salue et que j'ai plaisir à retrouver après effectivement avoir croisé sa route en France la semaine dernière lors de la visite que nous avons pu rendre avec d'ailleurs Dimitri Fourny. En France, dans sa capitale, nous avons pu rencontrer Madame la secrétaire d'État française en charge des personnes âgées et faire un petit tour d'horizon des initiatives prises en la matière. Je serai plus bref simplement parce que j'ai aussi une contrainte de temps, devant être ailleurs à 10 heures, et donc ça permettra à chacun d'être soulagé d'entrée de jeu. Un homme politique derrière le micro ne veut pas dire une demi-heure à devoir faire semblant de l'écouter. Je vais effectivement cibler mon propos sur quelques considérations plus wallonnes, plus régionales. Et pour ça, d'abord, un petit élément de mise en perspective plus nationale. 2015, vous le savez probablement, puisque vous êtes particulièrement intéressé à ce sujet, 2015 aura été une année particulière sur le plan statistique et sociétal en Belgique, puisque c'est l'année où statistiquement, nous sommes passés du côté obscur de la force, comme diraient certains, c'est-à-dire depuis 2015, il y a statistiquement plus de personnes de Belges de plus de 65 ans qu'il n'y en a de moins de 20 ans. Quand on voyait tout à l'heure la photo avec les 4 ou 5 générations, c'est vrai, c'est un défi. Feu Paulin Duchesne, que peut-être vous avez connu, ancien président de l'université du 3e âge de Namur, avait pour habitude de dire qu'il y avait désormais 4 générations qui se côtoient, 2 qui ne travaillent pas encore, une qui travaille et une qui ne travaille plus, quand ce n'est pas 2. C'est effectivement une manière assez imagée de mettre en perspective le défi immense auquel nous allons être confrontés, singulièrement sous l'angle de notre régime de sécurité sociale et de retraite, comme ça a été évoqué par M. Ledan, mais plus globalement le défi sociétal que représente cette révolution des générations. Bien entendu, je souscris aux propos visant à dire que nous devons changer nos lunettes et cesser de voir ce défi du vieillissement de notre population, que l'on présente sémantiquement plus favorablement en parlant d'allongement de la durée de vie. Il faut cesser de voir ce défi comme une charge, puisque dès lors que l'on parle du vieillissement de la population, on y assimile les problèmes liés au paiement des pensions, au coût des soins de santé, aux structures ou infrastructures d'accueil. Il faut effectivement le voir comme une formidable opportunité aussi de création d'une plus-value économique, certes, mais d'une énorme plus-value sociétale également, et c'est certainement un élément auquel le CDH est lui-même fort sensible. Je remercie d'ailleurs Dimitri Fourny et les parlementaires CDH d'avoir pris le leadership sur cette thématique de la Silver Economy et les autres formations politiques de s'être rejoints au mouvement. Je le disais, nous sommes désormais confrontés à un enjeu majeur et j'ose dire, puisque nous devons aussi balayer devant notre porte, que toute formation politique confondue dans ce pays, nous l'avons probablement insuffisamment préparée. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons besoin à la fois d'un volontarisme politique fort et du partenariat du tissu associatif et entrepreneurial. Le secteur privé, le secteur associatif, les organismes assureurs, au premier rang desquels les mutuelles, devront probablement plus que jamais être des partenaires demain pour pouvoir permettre d'apporter les réponses appropriées à ce défi, l'autorité publique n'en ayant ni la vocation seule, ni les moyens. Le Centre d'expertise fédérale en matière de santé publique, le KCE, estime, au vu de l'explosion attendue du nombre d'octogénaires dans notre pays à l'horizon 2025, mais 2025 c'est demain, qu'il faudrait idéalement, pour la seule considération relative
à la prise en charge en institution, en maison de repos ou autre, il nous faudrait inaugurer dans notre pays une nouvelle maison de repos de 100 places toutes les 3 semaines. Et parallèlement augmenter de 50% les moyens des aides au domicile. Nous n'avons aujourd'hui, faisant aveu de lucidité, ni la faculté de financer l'un, ni de financer l'autre. Action vigoureuse donc, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, raison pour laquelle, prioritairement, c'est ce secteur qui devra faire l'objet des bénéfices de la future assurance autonomie que j'ai choisi de mettre en œuvre et que le gouvernement a accepté de développer en Wallonie, 10 ans après l'initiative déjà portée sur les fonds baptismaux par le gouvernement flamand. Avec singulièrement une nuance dont j'aime m'enorgueillir, c'est qu'en Flandre, lorsque vous êtes reconnu en situation de dépendance qui nécessite l'activation alors de ce régime de l'assurance autonomie, vous recevez un chèque, 130 € par mois, pour pouvoir théoriquement couvrir une partie des besoins complémentaires dus à votre perte d'autonomie. Là où en Wallonie, j'ai résolument fait le choix de ne pas offrir un chèque que finalement certains utilisaient plus à acheter des paquets de cigarettes qu'à réellement utiliser pour soutenir le développement de leur autonomie, mais d'être dans une démarche de retour en termes de prestations, de services, et singulièrement au niveau des aides familiales, des gardes malades ou des aides ménagères sociales. Ça, c'est une des optiques majeures sur laquelle nous allons construire notre futur régime d'assurance autonomie, qui sera donc une cotisation sociale généralisée obligatoire pour tous les Wallons de plus de 26 ans. Il ne faut pas attendre 26 ans pour en bénéficier, parce que si un enfant est malade, il pourra aussi y faire appel. Et j'ai été heureux d'apprendre d'ailleurs lors de l'échange que nous avons eu avec Madame la secrétaire d'État française en la matière, que c'était la philosophie similaire qui avait pu être mise en œuvre avec succès également en France jusqu'à présent. De la sorte, ces 300 millions d'euros de budget que nous souhaitons mobiliser au travers de l'assurance autonomie, dont plus de 100 millions d'euros neufs, pour aider le secteur des aides au domicile qui en ont largement besoin, puisque rappelons qu'à la fois humainement, l'immense majorité des personnes en perte d'autonomie généralement préfèrent rester à leur domicile que de regagner une institution, sauf si il y a un problème notamment d'isolement de la personne âgée. Le résidentiel est aussi une réponse à ne pas négliger en la matière. Et puis, ne perdons pas de vue, au vu du nombre de maisons de repos ou d'institutions que l'on devrait créer, le rythme auquel elles devraient voir le jour et la difficulté de pouvoir dégager les moyens financiers utiles, il nous faut aussi renforcer ces moyens au domicile, non seulement en quantité, nombre d'heures et donc augmentation des contingents en matière d'aide au domicile, mais également en accessibilité financière. Encore faut-il que le Wallon ou la Wallonne, qui est en situation de dépendance, ait aussi la capacité de pouvoir contribuer, à travers un ticket modérateur qui devra être variable en fonction de ses revenus, à ces apports destinés à l'aider à son domicile. Nous avons aussi un deuxième défi sur lequel je voudrais attirer l'attention des personnes dans cette salle, puisque vous êtes nombreux aussi issus du secteur privé et donc particulièrement sensibles à la question de l'innovation. C'est la difficulté à laquelle les pouvoirs publics en Europe aujourd'hui sont confrontés, la Wallonie n'y échappe pas, c'est celle de la révision des normes comptables européennes. Vous me direz, oh là là, il va venir avec quelque chose de très technique. Quel est le lien? Le lien, justement, il nous touche au quotidien, puisque pour schématiser de manière aussi pédagogique que possible l'enjeu, dites-vous que désormais, l'Europe qui pourtant incite à travers le plan Juncker à la relance économique par l'investissement public, dans le même temps, demande à ces mêmes États d'assainir leurs finances, ce qui est logique, et d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et dès lors que des investissements nouveaux doivent être consentis, dans le secteur notamment de l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes handicapées, ou même en milieu hospitalier, et quand il s'agit d'investir dans les hôpitaux, c'est souvent en centaines de millions d'euros que la facture se compte,
nous devons intégrer cet investissement dans le périmètre de déficit et d'endettement de la Wallonie ou de chacun des États concernés. Donc la main gauche de l'Europe nous dit investissez et la main droite nous dit attention, quand vous investirez en infrastructure de la sorte, vous devrez rajouter des pierres dans votre sac à dos que pourtant nous vous demandons de vous délester pour pouvoir atteindre l'équilibre financier. C'est un peu comme si on demandait, lorsque vous contractez un prêt hypothécaire pour construire votre maison, de rembourser cet emprunt en une fois la même année. Et donc nous sommes aujourd'hui contraints à l'innovation, quand bien même nous n'y serions pas spontanément sensibles. Je pense aujourd'hui, on ne peut plus être engagé dans les secteurs associatifs, politiques ou économiques sans avoir un cortex perméable à la question de l'innovation. L'innovation technologique, certes, avec tous les enjeux liés à l'e-santé, à la télémédecine, et on sait qu'avec la pénurie de médecins et les problèmes que nous rencontrons dans certaines zones rurales, ça devient aussi un élément auquel nous devons être attentifs et que nous devons promouvoir. Mais l'innovation n'est pas que technologique ou économique, elle est également sociale. C'est d'ailleurs toute la logique qui a été portée à la fois par la démarche de la Silver Economy en France, dont M. Zimmer parlera, mais également en terre canadienne, au Québec singulièrement, avec leur programme intitulé Matière grise. Et donc ce que nous souhaitons en Wallonie, c'est conscient de ces enjeux, qui ne visent pas, évidemment, comme mon propos jusqu'ici a pu le laisser penser, que la question des prestations liées à la prise en charge des personnes dépendantes. La Silver Economy, c'est aussi tout ce qui concerne les personnes plus âgées mais moins dépendantes, pour lesquelles des prestations de services importants doivent être rendues pour ces personnes âgées, mais aussi par ces personnes âgées. Et j'ai été d'ailleurs fort marqué de constater, en visitant le salon Porte de Versailles la semaine dernière, qui était consacré à cet enjeu de la Silver Economy, que finalement on parle d'une thématique liée à l'opportunité que représente le vieillissement de notre population, et il y avait une énorme majorité des personnes qui fréquentaient ce salon qui devaient avoir moins de 40 ans. Parce que ce défi, il est également par nature intergénérationnel. Ce sont aujourd'hui des jeunes dans les start-up qui réfléchissent à la manière de pouvoir améliorer, aussi grâce à l'opportunité technologique, le bien vieillir, la qualité d'accompagnement des personnes plus âgées. Donc on a une formidable opportunité à travers ce vecteur de développement économique et sociétal de faire un bond qualitatif aussi sur les enjeux intergénérationnels. Et il ne faut pas le nier, et non seulement il ne faut pas le nier, mais il faut l'encourager. Et la Wallonie a probablement, sous la précédente législature, avec le plan Marshall 2.0 vert, mis l'accent sur l'indispensable prise en considération de la révolution environnementale, celle du développement durable. Aujourd'hui, nous avons porté sur les fonds baptismaux, sous cette législature, avec ce gouvernement, le plan Marshall 4.0. Non pas qu'on ne sache pas compter et qu'on ait oublié qu'entre 2 et 4, il y avait 3, mais surtout pour illustrer, à travers le 4.0, cette quatrième révolution industrielle qui doit percoler dans l'ensemble de nos secteurs d'activité et de vie. Mais il nous faudra aussi ne pas perdre de vue que l'une des principales, si pas la principale révolution sociétale à laquelle nous allons devoir faire face et que nous devons désormais quelque part courir pour rattraper le retard, c'est bel et bien celle du bien vieillir, du vieillissement de notre population et des opportunités que cela recèle. C'est en tout cas avec force et de conviction que du côté du gouvernement wallon, nous en avons pris la mesure. Moi-même, j'ai évoqué tout à l'heure la question de l'assurance autonomie, de la réforme du financement des hôpitaux comme des institutions de prise en charge, du soutien à apporter à celles et ceux qui sont confrontés à une situation de dépendance, quel qu'en soit l'âge, que ce soit dû à la maladie, à l'âge ou au handicap. L'enjeu également du réseau santé wallon qui permet un échange de données en matière sanitaire fondé aussi sur les facultés des nouvelles technologies. La télévigilance, la première ligne de soins qui doit être réorganisée, pour laquelle j'ai présenté une note stratégique au gouvernement en juillet. Bref, vous avez un gouvernement et un ministre en charge de cette thématique
particulièrement conscients des défis, des enjeux, mais aussi des véritables opportunités que ça peut représenter sur le plan humain d'abord, sur le plan économique également. Il est légitime, quand on est une entreprise, de développer un produit, un service qui est innovant et qui va générer du profit. Toutes les entreprises ne sont pas dans des démarches de mécénat, mais le rôle de l'autorité publique, c'est de veiller qu'à côté de ce légitime gain économique et financier, il y ait un gain collectif et sociétal. Ça, c'est notre rôle pour que les deux s'imbriquent. Nous allons y contribuer en faisant évidemment écho à la proposition de résolution débattue au sein du Parlement. Et de manière volontariste, nous veillerons à développer aussi une filière de la silver economy dans notre beau territoire de Wallonie. Excellent échange à tous lors de cette matinée de réflexion. Merci. Merci. Merci au ministre Maxime Prévost, ministre de l'Action sociale et de la Santé. Vous l'avez compris, la France occupe la tête du peloton dans cette thématique, dans ce domaine. Saviez-vous qu'en 2013, le gouvernement français a donné l'impulsion pour la création d'une filière Silver Economy. Celle-ci a été structurée avec un comité stratégique de filière, un contrat de filière a même été élaboré et signé en décembre 2013. Ce contrat constitue la feuille de route pour le développement de la Silver Economy. Pour amplifier cette dynamique, ont également été lancées des Silver Régions, des comités de filière de la Silver Economy. Une association France Silver Eco a vu le jour. Elle est en charge de la fédération des différents acteurs et de l'animation de l'écosystème. Alors, quelles ont été les étapes pour faire de la France un leader de la Silver Economy? Quels sont les défis auxquels les responsables ont dû répondre, mais également quels sont les bénéfices sociaux et économiques que l'on peut tirer d'une telle filière? J'invite Benjamin Zimmer à venir répondre à ces questions. Benjamin Zimmer est cofondateur et directeur de la Silver Valley, l'écosystème francilien de la Silver Economy, qui regroupe plusieurs acteurs dans le bassin parisien de la Silver Economy, afin d'accélérer le développement d'activités économiques innovantes répondant aux besoins des aînés. Monsieur Zimmer, je vous en prie. Alors, avant de commencer, je voudrais juste savoir de combien de temps j'ai pour vous présenter, surtout vous convaincre que la Silver Economy, c'est pas juste une affaire marketing. Une demi-heure? Très bien. Merci. Donc, Benjamin Zimmer, donc effectivement, je suis cofondateur et directeur général de Silver Valley. Je vais vous présenter rapidement Silver Valley par la suite. Mais ma présentation, en fait, va vous montrer qu'on part des besoins sociétaux, qui sont le vieillissement de la population. Et puis, ça se conclura par justement les avantages économiques par la création d'entreprises. Ce que je voudrais rappeler par rapport à tout ce qui vient d'être dit, que l'entreprise, ce n'est juste qu'un moyen de répondre à des finalités sociétales. Nous vieillissons, c'est une très bonne chose. Là, j'ai entendu beaucoup de choses qui étaient sous l'angle un peu négatif. On parle tout de suite de sous, mais déjà, il faudrait se réjouir qu'on a réussi en moins de 100 ans à augmenter notre espérance de vie de manière exceptionnelle et qu'aujourd'hui se pose la question de comment on fait pour encore mieux vieillir, plus que bien vieillir. C'est surtout le mieux vieillir qui nous intéresse, nous, dans la Silver Economy et plus particulièrement à Silver Valley. Donc je ferai volontairement, j'éviterai les clichés et les clivages. Puisque pour moi c'est un enjeu citoyen, la Silver Economy. Et d'ailleurs je laisserai Jérôme Pignet tout à l'heure quand il aura l'occasion de s'exprimer, de vous parler du concept de Silver Citoyenneté qu'il a fondé et qu'il développe. Donc globalement c'est pas une histoire d'entreprise, globalement c'est pas une histoire de politique, globalement ce n'est pas une histoire de groupe de maisons de retraite, de résidences-services, d'investisseurs en capital risque, de laboratoires de recherche, d'étudiants, etc., etc. C'est une histoire de tous. On va tous être seniors, on est tous déjà seniors de quelqu'un, et parmi vous, il y a déjà des gens qui sont probablement dans la catégorie que bon nombre d'entreprises visent. C'est pas une insulte quand je dis ça,
c'est une réalité, il faut juste être pragmatique. Et donc, l'enjeu de ma présentation, ça va être vraiment de vous parler vrai. Moi, je n'ai pas de carte politique. Moi, ce que je vous dis, c'est des choses que je vis au quotidien, qui me démontrent que j'ai fait le bon choix quand j'ai fait ma thèse de doctorat en génie industriel il y a maintenant pratiquement 10 ans, de faire justement de mon objet de thèse mon objet de travail et finalement de probablement ma vie et ma carrière dans la silver economy. Alors avant, je vais essayer de vous donner, et je pense que vous allez très vite rentrer dans le sujet, un petit peu de hauteur. On a 4 révolutions que nous vivons aujourd'hui. Celle du travail, fini l'entreprise pyramidale avec des chefs, des sous-chefs et des ouvriers. On est rentré dans l'ère, alors peut-être de l'entreprise du 6.0, où finalement c'est une armada d'auto-entrepreneurs qui sont leurs propres chefs qui apportent des bénéfices à une entreprise. Le meilleur exemple, c'est le réseau d'infirmiers en Hollande, le réseau Bergstum, qui aujourd'hui s'autogère grâce à des équipes locales d'infirmiers qui sont leurs propres chefs. Bon, c'est un exemple dans le monde de la santé, mais dans le monde de l'entreprise, il y en a plein. Et c'est ce qui effraie beaucoup de grandes entreprises, de voir justement ces jeunes générations à laquelle j'appartiens et à laquelle je suis fier d'appartenir, de ne pas vouloir forcément travailler de la manière dont on nous impose aujourd'hui le monde du travail. La deuxième révolution, c'est celle de l'écologie. Il va falloir revenir à probablement revisiter le concept de la mondialisation, parce que ça coûte cher. Alors ça coûte cher, ça fait gagner de l'argent, mais ça coûte cher à la société et à l'humanité, parce que ça pollue, parce que ça crée des conflits, parce que ça pose probablement plein d'autres questions économiques. Et on voit aujourd'hui en France, et peut-être que c'est vrai aussi chez vous, je ne suis pas un spécialiste de la Belgique, mais des entreprises revenir pour produire localement, recréer de la valeur et de la richesse sur nos territoires. La troisième révolution, c'est celle du numérique. Aujourd'hui, toutes nos relations amoureuses, financières, politiques, sont toutes gérées par un outil qui est le smartphone. Et probablement demain par un robot qui viendra changer, enlever nos smartphones et se remplacer dans nos poches peut-être par l'intelligence artificielle, des hologrammes. On ne sait pas parce que ça va tellement vite que c'est très difficile de vous dire ce qui se passera dans 10 ans. Il y a 15-20 ans, on n'avait pas Internet. Vous avez vu aujourd'hui l'usage que nous avons d'Internet. La quatrième révolution, c'est la démographie. Pas besoin d'avoir fait une grande école, juste à se lever le matin et puis aller au troquet pour se rendre compte qu'effectivement autour de nous, il y a plus de seniors que de jeunes. Donc, est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme? Voyons peut-être le verre à moitié plein et disons-nous que c'est peut-être une chance de voir nos pays, nos sociétés vieillir. Et c'est pas que la France, c'est pas que la Belgique, c'est pas que l'Allemagne, ce sont toutes les sociétés industrielles qui vieillissent. Et dans toutes ces sociétés industrielles, il y a aussi toutes les sociétés en voie de développement qui sont en train de rattraper leur retard, le fameux BRIC, Brésil, Chine, Inde et Russie, qui rattrapent le retard sur les pays modernes modernes, ou en tout cas industriels, que sont l'Europe. Donc il y a peut-être, et vous voyez dans mon discours, aucun discours politique, mais il y a peut-être une très grosse opportunité par rapport à ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis, que l'Europe structure une grande filière de la silver economy et qu'on aille vendre nos solutions, notre savoir-faire à tous ces pays. Alors j'ai organisé mon propos en plusieurs parties. Je vais aborder très rapidement les enjeux sociétaux parce que ils vous ont déjà été décrits. Les chiffres sont un petit peu différents en France, mais globalement, un tiers de la population va avoir plus de 65 ans très rapidement. Mais n'oublions pas aussi que dans la silver economy, le bénéficiaire, le client n'est pas forcément que la personne âgée. C'est aussi tout son entourage, ce qu'on appelle les aidants professionnels, les aidants naturels, qui essaient d'améliorer la qualité et le confort de vie de ces personnes qui, malheureusement, sont installées dans la fragilité et vont tomber dans la dépendance. Vous avez ma présentation sous les yeux, donc je vais passer rapidement ces sujets. On a essayé de structurer. Alors, il y a deux choses qu'on a fait dans le cadre du comité de filière de la silver economy. La première, ça a été de se repenser très pratico-pratique. C'est quoi un client senior? Ça veut dire quoi être senior? Senior, en fait, c'est un petit peu compliqué. Hier soir, je jouais au foot, j'étais le senior de l'équipe. On est senior chez Pôle emploi à 45 ans. En fait, on est toujours senior de quelque chose ou de quelqu'un. Et donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, concevoir des produits pour les seniors, excusez-moi, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Par contre, concevoir des produits pour des retraités,
là ça parle, parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même, parce qu'il y a une vraie rupture entre le monde actif et le monde justement de la retraite. Et donc nous, on travaille sur une segmentation où on parle des retraités, et dans ces retraités, on regarde leur niveau d'autonomie. Est-ce que ce sont des retraités actifs? Est-ce que ce sont des retraités en fragilité? Est-ce que ce sont des retraités dépendants? Et finalement, quand vous faites ça, vous vous apercevez que pendant très longtemps, on a regardé les retraités dépendants, qui représentent à peu près 4 à 5% de la population globale des retraités. Et on a oublié les retraités actifs, qui représentent à peu près 80% de cette même classe. Après ça, on a regardé en face quels étaient les secteurs d'activité qui pouvaient s'adresser à ces retraités. Et parmi les retraités actifs, finalement, c'est le marché de la grande consommation. Donc on parle bien de filière industrielle et pas de marché de la silver economy. Filière, ça englobe un certain nombre de marchés dans lesquels on va réussir à gagner des parts ou à conserver des parts de marché dans des secteurs d'activité que peuvent être la construction, la rénovation, l'agroalimentaire, la santé, les loisirs, le tourisme. Regardez tous les croisiéristes et regardez quelle est la clientèle, vous apercevrez qu'il y a beaucoup plus de retraités que de jeunes actifs. Donc c'est dans cette catégorie finalement qu'on s'intéresse à développer des biens et des services sans forcément les rendre stigmatisants, mais en leur apportant ce qu'on appelle dans l'innovation l'innovation d'usage. Après ça, vous avez les retraités fragiles qui sont finalement, c'est le marché de la prévention, celui où on va essayer de gérer ou de limiter les risques de tomber dans la dépendance. Donc comment on aménage par exemple son environnement de la vie de tous les jours pour éviter de tomber et de se casser le col du fémur. Bon, ça c'est très clivant comme exemple, mais c'est une réalité. Et le dernier secteur d'activité, le dernier marché, c'est celui de la dépendance qui représente en fait le marché des institutions, EHPAD, etc., dans lequel on gère des personnes qui sont en situation de dépendance. Alors finalement, comme vous l'avez déjà dit, la filière de la silver economy, c'est ce que je viens aussi d'évoquer, c'est transversal. Notre difficulté, en fait, c'est de ne pas avoir d'exemple de filières transversales. Même si on a parlé de l'écologie, du numérique, qui sont aussi des filières industrielles transversales, finalement, elles sont assez récentes. Donc avoir ce qu'on appelle les KPI, les retours d'expérience et les indicateurs de performance, c'est assez difficile de vous les décrire, même si on peut en apercevoir un certain nombre de formes. Quoi qu'il en soit, la silver economy, elle est source d'opportunités, de création d'emplois locales, parce qu'il faudra toujours des hommes et des femmes pour pouvoir apporter de l'assistance à des personnes qui sont probablement en difficulté de se mouvoir, en difficulté de se nourrir, en difficulté de se déplacer, etc., etc. Donc c'est une vraie opportunité. Et puis après ça, on rentre dans les réalités du marché. C'est-à-dire on regarde quels sont les clients et qui aujourd'hui achètent des produits et des services. Une étude du Crédoc a démontré que 54% des dépenses totales dans la consommation française étaient faites par des plus de 50 ans. Autrement dit, un client sur deux est un senior ou potentiellement à devenir un retraité. Donc il va falloir faire très attention dans les produits et dans les services que nous allons devoir développer. Ensuite, et je ne l'ai pas dit, mais c'est pas grave, je vais le dire maintenant, on a plusieurs générations dans les retraités. Moi, j'ai mes grands-parents, ils ont 85, 86, 87 ans. Ma grand-mère est hémiplégique. Bon, c'est des gens qui ont épargné toute leur vie. Ils sont outrés quand ils apprennent que leur petit-fils, que je suis, achète une propriété en faisant un prêt bancaire. C'est des choses qu'ils n'ont pas faites dans leur vie. Ça ne veut pas vous dire que c'était des millionnaires. Ça veut juste dire qu'ils avaient un rapport à l'argent qui était bien différent du mien et celle de mes parents, donc de leurs enfants. Donc il y a vraiment une approche aussi générationnelle quand vous abordez le marché de la silver economy. On est dans l'épargne quand on a 80 ans et plus, on est dans la consommation quand on a 60 ans, entre 60 et 80, et alors encore plus quand on est en dessous de 60 ans. Donc la manière de parler aux consommateurs, aux clients, va être complètement différente. Il y a des spécialistes ici du marketing, donc je ne vais pas empiéter sur leur secteur d'activité, et ils seront bien meilleurs que moi pour vous l'expliquer. Donc les impacts de marché, Philippe en a parlé, je ne vais pas y revenir, ça impacte tous les secteurs d'activité, et en fait... ce que je vous montre ici, c'est même déjà, ce n'est pas du tout exhaustif et il manque probablement beaucoup de choses pour pouvoir montrer les enjeux qu'il y a derrière le développement de biens et de services. Donc je les passe, évidemment la santé, les services à la personne, l'habitat, les loisirs, la mobilité, etc., etc. Donc à peu près les mêmes constats et les mêmes défis à relever.
on est dans une offre qui est atomisée, qui est insuffisamment connue, souvent supportée ou en tout cas subventionnée par les pouvoirs publics. On a énormément de canaux de distribution. Une personne de 85 ans qu'on adresse avec un site e-commerce, on se plante tout simplement parce qu'elle n'a pas Internet. Alors elle peut avoir Internet, mais elle n'utilise pas le smartphone, en règle générale. Donc il faut réfléchir autrement, il faut réfléchir les canaux de distribution autrement, il faut réfléchir les modèles économiques différemment. Moi je pense que, et c'est souvent ce que je dis aux startups que j'accompagne, ne pensez pas que c'est la sécurité sociale qui va rembourser le produit. C'est faites plaisir à la personne, donnez-lui envie. Si elle a un vrai besoin, elle va l'acheter. C'est exactement le même problème que quand vous avez 25 ans et que pour vous rendre au travail, il faut acheter une voiture. Vous faites des choix. La vie, c'est que ça, c'est faire des choix. Ce qu'il faut par contre que nous, on fasse, c'est leur donner les bons indicateurs pour bien choisir. Ça, c'est le métier que doivent faire justement des organismes comme Silver Valley. L'interférence naturelle avec les pouvoirs publics, je vous en ai parlé. Et puis, une sensibilité aussi à la communication qui est un petit peu différente. Il ne faut pas s'adresser, et c'est parfois ce que font des entreprises, c'est qu'elles s'adressent à des personnes âgées en le prenant, excusez-moi du terme, un peu pour des débiles. Or, les personnes âgées, ce sont des clients professionnels. Toute leur vie, elles ont acheté, elles ont changé de télé plusieurs fois, elles ont acheté plusieurs fois de l'immobilier et du mobilier. Donc finalement, quand elles s'adressent à un vendeur, elles lui posent plein de questions, et ça prend parfois beaucoup de temps avant que l'acte d'achat soit signé et qu'elle ait vraiment consommé ce qu'elle devait acheter. Donc ça, c'est un vrai travail, parce que je vous parle de ça en connaissance de cause. Dans les corners de distribution, parfois le vendeur il est payé avec un petit salaire et puis il va gagner de l'argent grâce aux commissions et au nombre de produits qu'il va vendre. Sauf que s'il s'adresse à des gens qui prennent plus de temps, parce qu'ils ont besoin de savoir un petit peu plus de détails dans l'usage du produit, finalement il vendra moins de produits. Donc vous voyez qu'en termes de formation, il y a aussi là des enjeux qui sont très importants. La deuxième partie, je vais vous parler du contexte national et puis revenir à Silver Valley. Parce que je ne prétends pas à connaître parfaitement les enjeux de la France et de la Silver Economy en France. Moi déjà, je me contente de bien maîtriser le développement de Silver Valley en région Île-de-France. Donc vous avez, comme dans beaucoup de pays européens, un pays qui est finalement organisé avec des régions, des départements, des communautés communes, des villages, etc. etc. Aujourd'hui, la compétence de la région en France, c'est le développement économique. Là où la compétence du département, et ça a changé avec la loi Allure il y a très peu de temps, parce que ça fait moins de 2 ans, ils ont la compétence médico-sociale, sanitaire, éducative, etc. Donc, globalement, dans la Silver Economy, vous devez, quand vous structurez une filière, si je peux donner un exemple, enfin, une bonne pratique, il faut que vous pensiez avec l'acteur qui pense développement économique, mais il faut aussi penser avec l'acteur qui pense développement des enjeux sociétaux, sanitaires, médico-sociaux, etc. Donc nous, c'est tout l'enjeu d'arriver à travailler de manière territorialisée entre les régions et les départements. Je vous passe l'affront, mais vous doutez bien que parfois on a des couleurs politiques qui sont différentes. Et pour avoir vécu avec des républicains ou des socialistes dans ce genre de structuration, j'ai pas vu en fait de clivage. Pour une fois, on est tous d'accord. L'enjeu, c'est le citoyen qui vieillit. Et finalement, hormis toujours des arbitrages, on va dans la même direction. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que c'est une filière vraiment qui fédère l'ensemble des acteurs. Ensuite, pour pouvoir justement développer l'activité économique, pour pouvoir faire en sorte que la demande rencontre l'offre, les territoires ont développé des organisations qu'on appelle en Europe les clusters, les grappes, qui permettent finalement de remplir 5 missions. La première, c'est de renforcer, d'animer, de faire en sorte que ces acteurs se rencontrent dans des écosystèmes qui sont structurés. La deuxième, c'est d'informer et de sensibiliser les seniors, les retraités à l'enjeu de ces nouvelles technologies. Et puis, la troisième, c'est sensibiliser les acteurs publics, privés et académiques, de développer des produits et des services, donc d'aller dans les écoles pour susciter auprès des jeunes ingénieurs, designers, marketeurs, etc., l'envie de créer des entreprises, d'accompagner ces acteurs, qu'ils soient tout petits au stade de la start-up ou de la grande multinationale qui se dit qu'elle rachèterait bien la petite start-up, mais dans une idée de permettre à la start-up de grandir, de croître, donc peut-être pas la racheter toute petite, donc faire un peu de management agile, flexible, et puis développer l'attractivité territoriale et promouvoir des solutions
française, parce que je suis quand même là pour parler de la France, mais aussi européenne. Donc ça a été tout l'enjeu en fait de la structuration de cette filière de la Silver Economy. Moi, je voudrais aussi apporter un éclairage. Je ne suis pas un spécialiste du vieillissement et je n'ai pas envie de faire ma carrière à tout le temps parler du vieillissement. Parce que franchement, je vais arriver à être vieux et je vais m'ennuyer d'être vieux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation. C'est comment, en fait, on traite des problèmes sociétals et qu'on les transforme en activités économiques qui soient, en fait, finalement vertueuses pour l'ensemble de la société. Et beaucoup d'entreprises oublient qu'innover, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on voit des fois, et même très souvent dans des stratégies d'entreprise, l'innovation reléguée à un process dans l'entreprise, alors que ça devrait être aligné sur la stratégie. C'est-à-dire que dès que vous gagnez de l'argent, systématiquement, vous devez vous remettre en cause. Et on est toujours dans la dualité de la logique d'exploration à la logique d'exploitation. Pour moi, les deux sont nécessaires quand on développe une entreprise et quand on est entrepreneur. Il faut avoir cette capacité de se réinventer parce que les marchés changent, parce que vos clients changent, parce que leurs envies changent. Parfois, les technologies changent, parfois les règles politiques, les règles réglementaires changent. Donc, il faut nécessairement avoir dans l'entreprise cet ADN de changer et de vouloir faire changer les choses. Et ça nécessite de combiner des talents, seniors ou jeunes, d'opportunités et d'expertise en marketing, en propriété intellectuelle et ce genre de choses. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Darwin. Finalement, on a juste à appliquer ce que Darwin... Alors, il y a ceux qui sont pour Lacan et d'autres qui sont pour Darwin. Moi, je suis clairement pour Darwin. C'est-à-dire que je pense que c'est l'espèce qui a évolué et pas une espèce qui a réussi à subsister à un environnement. Oups. Alors, finalement, Silver Valley... nous, c'est les fondations, là c'est un dessin, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que le dessin, c'est un bâtiment qui fait 4000 m². Les hommes et les femmes, ce sont une équipe de salariés. L'argent qui sort, c'est notre budget, les dépenses, les recettes. Tout ça, et puis la tour d'observatoire, parce qu'effectivement, on observe et on apporte des bonnes pratiques, des tendances. On n'a pas peur de l'échec. Et si on s'appelle Silver Valley, c'est très certainement parce qu'on a voulu copier la Silicon Valley. Et donc la logique, c'est de faire naître effectivement un Facebook, un eBay, un Google, un Amazon dans la ville qui est Paris, mais plus globalement dans la région Île-de-France. Et pourquoi pas un acteur européen? La question, elle se pose pas sur les territoires. La question, elle se pose vraiment en termes d'industrie et en termes de création de valeur. On s'est développé donc en analogie à la Silicon Valley, avec une question de réinventer notre territoire. Le territoire dans lequel on est, c'est le sud-est parisien, le Val-de-Marne, dans lequel en fait vous avez un hôpital qui s'appelle l'hôpital Charles-Foix, que vous voyez tout en haut, qui il y a 400 ans s'appelait l'hospice des incurables. Donc c'était la place qu'on donnait à l'époque aux vieillards. Et puis vous voyez qu'à côté aujourd'hui il y a un bâtiment flambant neuf, qui est une pépinière et un hôtel d'entreprise. Alors, ce n'est pas l'hôpital qui est devenu une pépinière, un hôtel d'entreprise. Sur ce territoire-là, il y a toujours l'hôpital, qui est un des leaders européens en termes de recherche fondamentale et clinique sur le vieillissement. Et puis, derrière, il y a le transfert de cette recherche, de cette science, de la connaissance, vers le monde de l'industrie qui crée de la valeur, ce qui est en dessous. Donc, on a développé un savoir-faire, une expertise localement. Une proximité, c'est très important entre les acteurs, public, privé, petite entreprise, grande entreprise, laboratoire de recherche, structure qui accompagne les entreprises. La culture du risque, on n'a pas peur d'échouer. D'ailleurs, si on apprend, c'est pas bien parce qu'on échoue. On n'apprend pas à marcher d'un coup, hein. On se prend plusieurs gamelles avant de bien savoir marcher. Et c'est la même chose, il faut prendre des claques pour pouvoir développer des choses qui soient créatrices de valeur. Donc on est vraiment dans cette culture de l'échec et on n'a absolument pas peur de le faire savoir. Et un lieu de démonstration pour pouvoir montrer, faire connaître toutes ces solutions. Donc je vais passer rapidement de ces slides. Le triple A de la loi de l'adaptation à la société, que je vous invite à lire, qui a été promulguée le 28 décembre 2015 et qui est rentré en vigueur au 1er janvier 2016. Le triple A, c'est accompagner, anticiper, adapter le vieillissement. Nous, on y répond par un triple I. Innover, investir, industrialiser. Et je me permettrai d'en rajouter un en Île-de-France. Mais il fallait bien que je le fasse aussi. Donc, renforcer, animer un écosystème, ça c'est notre premier objectif. Sensibiliser les acteurs publics et privés, c'est notre deuxième objectif. Accompagner les acteurs de la Silver Economy, c'est notre troisième objectif. Et développer l'attractivité territoriale francilienne, c'est notre quatrième objectif.
Finalement, vous voyez que c'est 4 des objectifs des 5 que je vous ai décrits précédemment. Pourquoi? Parce qu'on ne se destine pas à tout faire, ou on veut créer des collaborations avec des acteurs dont le métier, c'est justement de bien faire connaître ces solutions-là aux personnes. Donc on a développé un certain nombre d'actions. Donc on finance des projets avec l'appui de la Bourse Charles Foix maintenant depuis 13 ans. On organise des matinales, on a un magazine, on montre des compétences, des connaissances. On fait monter en fait tout le monde au même niveau de connaissances et de compétences sur des sujets que sont la rénovation de l'habitat. On organise des rendez-vous d'affaires, des rencontres entre les acteurs, et d'ailleurs vous y participerez pour certains d'entre vous jeudi prochain, le 1er décembre. On organise une soirée où justement on montre l'intérêt d'innover entre start-up et grands groupes, et ça a lieu aussi jeudi soir de la semaine prochaine chez Microsoft. On organise un concours d'étudiants, ça c'est tout à l'heure, et je dois d'ailleurs faire 24 heures d'innovation ce soir, donc ça va être dur en me levant ce matin à 5 heures de tenir la route toute la journée, où on a réuni 13 écoles d'ingénieurs, de commerce, de design, des professionnels du soin, de sciences politiques, parce qu'il y a une réalité qu'on a vue, et ça c'est parce qu'on est issu de ces cursus très en silo, où finalement à la sortie on vous donne un diplôme et un costume, et puis après un plan de carrière. On a constaté que c'était très difficile, même si on parlait le français, de pouvoir par exemple parler avec un designer, avec un professionnel du soin, etc. Alors que c'est la base de la collaboration dans la création d'une jeune entreprise dans la silver economy. Donc l'enjeu du concours pour nous, il vise justement à casser les silos et à faire en sorte que des étudiants en Master 2 qui vont arriver sur le marché du travail en septembre apprennent très vite à travailler ensemble pour peut-être imaginer des sociétés. Je passe rapidement parce que je ne vais pas avoir le temps de l'évoquer, mais on a développé des outils de management pour déterminer le potentiel d'utilité et d'innovation d'une idée. Alors là, ça c'est mon savoir-faire particulier, parce qu'au-delà de manager une organisation, finalement ça demande de l'énergie, mais ça ne demande pas forcément une très grande compétence. En revanche, l'expertise de détecter le potentiel dès l'émergence d'une idée, ça demande des métriques qu'il a fallu mettre en place. Donc nous, avec le prix de la Bourse Charles Foix, on pense qu'on peut déterminer si dès le stade de l'idée, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que c'est utile parce que ça répond à des situations d'usage, que ce n'est pas ma grand-mère mais toutes les grand-mères qui en ont besoin? Est-ce que c'est innovant parce que c'est différenciant, parce que l'offre de service n'est pas présente sur le territoire? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que l'équipe qui entreprend est capable de développer un projet, est capable de l'industrialiser? Et finalement, est-ce que c'est profitable? Profitable au sens où, et là, je n'ai pas de problème aussi avec les entreprises, celles qui sont capitalistes et qui veulent faire du dividende, bah, tant mieux pour elles. Celles qui sont à économie sociale et solidaire, qui préfèrent réinjecter leurs bénéfices dans le développement de leur organisation, bah, très bien pour elles. Il ne faut pas avoir de problème avec ça. L'enjeu, c'est le profit. Le profit, est-ce qu'il est pour la personne qui utilise les produits? Est-ce qu'il est pour l'entreprise? Nous, c'est ce qu'on essaie de mesurer quand on accompagne justement des startups dans ce domaine de la silver economy. Donc, je passe. Là, ce sont des choses qui sont attrait à cette méthodologie. Et puis, je crois que ça va être ma dernière partie. Tout ce que je vous ai dit là, c'est bien. Il a raconté des belles choses. A priori, son discours tient la route. Très bien. Moi, mon enjeu, c'est de vous convaincre. Donc, pour ça, les mathématiques sont formidables. C'est des outils d'aide à la décision qui sont formidables. Après, c'est vrai qu'avec les sondages, on peut dire à peu près ce qu'on veut, mais sauf que là, c'est la réalité. J'ai les vrais chiffres d'affaires des entreprises qui ont répondu à cette enquête. La question que nous est posée, parce qu'on a une commande publique, je ne vous ai pas parlé de notre modèle économique, mais on a à peu près 1 million d'euros de budget, 50% public, 50% privé. 50% privé à 20%, c'est la région Île-de-France. La région Île-de-France, le vice-président en charge du développement économique nous a posé une question simple en février. A priori, ce que vous faites, c'est pas con. Par contre, est-ce que ça crée de la valeur pour le territoire? Est-ce que ça crée de l'emploi? Est-ce que les entreprises gagnent de l'argent? Donc on a fait cette étude sur une cinquantaine d'entreprises qui étaient déjà présentes avant 2013 pour pouvoir justement montrer que la silver economy avait eu un impact sur ces entreprises. Et on a regardé leurs résultats en 2013, 2014 et 2015. Et on a consolidé donc leur chiffre d'affaires. Vous voyez que la croissance entre 2013 et 2015, elle est plus de 20%. Et si on regarde en 2016, il devrait faire en règle générale une croissance de 7%. Donc autrement dit, c'est une filière qui crée la valeur économique et de la richesse. Alors après, on va me poser la question, et ça serait à juste titre, mais toutes ces entreprises, est-ce qu'elles ne vont pas se délocaliser dans les pays où il y a des paradis fiscaux? Eh bien, je vais vous répondre. Non,
elle crée de l'emploi en Ile-de-France. On a pu constater que la filière, sur ces 50 entreprises, ça représentait plus de 8000 emplois. Et ça, c'est très intéressant, parce que finalement, on dit la filière de la silver economy, parfois je l'entends des journalistes, ah, vous en parlez beaucoup, vous roulez des pâtes à caisse, etc. Mais finalement, ça ne crée pas beaucoup de valeur. Et je leur réponds aux journalistes, la filière de l'automobile, elle s'est faite comme ça en 2 ans? Et là, ils me répondent, ah non, effectivement, il a fallu un peu plus de temps. Est-ce qu'au bout de 2 ans, vous aviez déjà des résultats économiques? Ah non, effectivement. Donc aujourd'hui, on leur démontre, par A plus B, que non seulement on crée de la valeur économique, mais en plus, on répond à des besoins de la société. Parce qu'on a un certain nombre d'organismes type Notre Temps et d'autres qui font des études et qui démontrent que les personnes âgées sont assez satisfaites des solutions qu'on leur propose. J'ai lu le document qui a été présenté au Parlement wallon et vous parlez d'un chiffre de 300 000 emplois créés dans les services à la personne. C'est vrai, mais la filière de la silver economy, c'est probablement beaucoup plus d'emplois. Parce que ça va être des acteurs qui interviennent au domicile et qui délivrent des services, mais c'est également des entrepreneurs, des financiers, des banquiers, des acteurs qui vont s'intéresser à la problématique de la silver economy. Pour terminer, et là, du coup, je suis pratico-pratique, je voulais juste vous montrer quelques startups que nous accompagnons. Familéo, c'est le Neveo, c'est ça? Neveo, français, qui vient de signer un contrat avec Corian Europe pour développer du lien social à destination des personnes âgées. Je vous la fais simple, vous avez une application, vous avez tous des smartphones, ou vos petits-enfants ont tous des smartphones, des tablettes tactiles, ils envoient tous des SMS, des photos par des mails, par des SMS, des MMS, etc. Ma grand-mère, elle envoie des cartes postales. Elle écrit. Donc le problème, c'est qu'on a tous le même besoin. Et ça, c'est un très bon exemple pour illustrer la différence entre besoin et usage. On a tous le même besoin, qui est celui de communiquer et d'avoir du lien social. Par contre, on a des usages différents pour satisfaire ce besoin. Moi, j'envoie un SMS, j'envoie une photo, j'utilise Snapchat, enfin toutes les applications qui peuvent exister. Ma grand-mère, elle envoie une carte postale et elle lit le journal. Donc l'application, elle fait quoi? Toute la famille, c'est un réseau fermé, ça va à destination de ma grand-mère et de mon grand-père. Ils vont recevoir tous les lundis matins une gazette papier dans laquelle ils ont reçu toutes les photos et tous les SMS des petits-enfants. Et ça, voilà, ça c'est une super innovation d'usage. Et finalement, ils ont inventé le journal, sans le savoir. Vert Durable, qui est une start-up qui développe des produits pour jardiner. Vous savez que parfois, en maison de retraite, on cherche des activités. Les professionnels du soin, type les kinésithérapeutes, essaient de faire des activités aux personnes âgées pour pouvoir les maintenir en forme, même si parfois en maison de retraite, c'est parfois compliqué quand on est en multipathologie. Il n'empêche qu'on a quand même le besoin de satisfaire des besoins de loisirs, etc. Ils ont développé des produits pour jardiner, pour ne pas se blesser, avec des produits qui sont, dont le poids est divisé par 10 par rapport à ce qui peut être vendu dans d'autres grandes enseignes. Et puis la table de jardin, et ça c'est ce qui a fait mouche quand on les a financés, elle est réglable en hauteur. Et vous pouvez mettre vos pieds quand vous êtes en fauteuil sous la jardinière et pas de travers. Donc finalement, vous retrouvez du plaisir à faire une activité. Et finalement, quand vous faites comme ça tous les jours avec la terre, vous faites des gestes qui sont rééducatifs. Donc le kinésithérapeute, c'est son outil de travail, la table de jardin. Et ça montre, et grâce à ça, ils ont créé en fait de l'employment, de l'engagement des professionnels du soin dans la structure dans laquelle ils travaillent. Et ça, c'est très important. Dans les organisations, il y a beaucoup de turnover, de professionnels qui sont frustrés, qui sont fatigués parce que parfois les tâches sont pénibles. D'autres solutions, nous aussi on a notre petit robot, Blue Frog Robotics, qui se déplace dans le domicile et qui en fait a des yeux qui sont votre téléphone, votre smartphone. Vous avez une application sur votre smartphone et grâce à votre smartphone, vous commandez dans votre maison secondaire, parce qu'il y a des gens qui ont des maisons secondaires qui ont plus de 60 ans, à savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous cambrioler. Et vous voyez que dans cette application pour les seniors, ça peut intéresser aussi des banques qui aimeraient qu'il n'y ait pas de cambriolage, ou des bijoutiers, Place Vendôme à Paris, et d'autres et d'autres. Et puis 2 autres solutions, je n'ai pas parlé de Citizen Mobility, mais vous connaissez Uber? C'est le Uber des seniors. À la différence que moi, quand ce matin j'ai pris Uber, il était devant chez moi et c'est moi qui ai dû sortir pour aller mettre mon sac dans la voiture. Avec Citizen, le chauffeur sort de la voiture, vient chez vous, prend la valise, vous emmène à la gare ou prendre votre avion et met la valise dans les soutes.
Donc, voyez le service que vous apportez. Et comme c'est Uber, vous mutualisez la course. Donc, vous emmenez plusieurs mamies potentiellement faire des courses. Ça crée du lien social. Et en plus de ça, ça coûte moins cher. C'est formidable. Et donc, 2 autres sociétés. Xamans, vous avez tous de la paperasse administrative. Ça va être bientôt l'heure de la lettre du Père Noël. Trêve de plaisanterie, des factures, des impôts, enfin tout ce genre de choses qu'on aime recevoir régulièrement dans sa boîte aux lettres. Et pas dans sa boîte mail, parce que beaucoup de services se digitalisent, mais ils en oublient que des gens n'ont pas encore la boîte mail pour recevoir les emails. Donc cette société-là a développé un système qui permet de scanner, enfin qui fait comme un scanner. Donc vous mettez votre document, ça scanne le document, ça l'enregistre en format PDF et ça l'envoie à un serveur avec un code barre, ce qui est bien que ça vous permet d'archiver des documents et surtout d'avoir accès à ces factures, etc. quand vous êtes le petit-fils ou le fils qui gérait quelqu'un qui est en tutelle, par exemple, qui peut rester chez elle, mais on va savoir comme ça si elle a bien payé sa facture d'eau, ses impôts, etc., etc. Et puis dernière solution, la solution VAC, qui est une solution en fait de levée de doute en maison de retraite et qui permet tout simplement de s'assurer que la personne doit être au bon endroit au bon moment. Et si elle n'est pas au bon endroit au bon moment, c'est que probablement il lui est arrivé quelque chose. Et avec des règles intelligentes, eh ben, on dit au professionnel qui est débordé parce qu'il a plusieurs chambres à gérer en maison de retraite, sur son smartphone, tu as reçu une alerte, ça serait bien que tu passes voir ce qui se passe dans cette chambre. Voilà. Donc vous avez vu que je suis parti des enjeux sociétaux pour vous montrer qu'à la fin, on crée des startups qui créent de la valeur, des entreprises, et que maintenant, l'enjeu, ça va être essayer de faire travailler ces entreprises pour créer une grande entreprise ou plusieurs grandes entreprises, et puis de faire en sorte qu'elles restent dans notre Union européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Zimmer. Bien, je vous propose de faire une pause. Quelques minutes pour se dégourdir les jambes, boire un café, manger une petite sucrerie, et puis on se retrouve vers 11h. 11h pour... comment 11h moins 5. moins 10, moins 5 pour la suite de ce colloque.